Je vis un cauchemar depuis très longtemps. Ça a commencé bien avant mon arrestation. Ça fait des années maintenant que mon esprit est constamment envahi par des pensées et des idées horribles. C'est l'enfer. On dit de lui que c'est un idiot, un asocial, un marginal. Ce qui l'excitait, c'était d'avoir des relations sexuelles avec un mort. Vous imaginez découvrir cette part de vous-même à 18 ans? Mais c'est aussi un prédateur, un harceleur, un tueur en série. Derrière ce masque se cachait un monstre. Un individu qui voulait se sentir tout puissant. Et pour nourrir son besoin de tout contrôler, il était prêt à ôter la vie à toutes ces personnes. Il a été surnommé le Dr Frankenstein, le créateur de zombies, le cannibale. Je l'ai entendu hurler. Tu vois ce que tu m'as fait faire? Regarde ce que tu m'as obligé à te faire. Sa vie a inspiré plusieurs films, dont My Friend Dahmer. He told me he was gonna eat my heart at them. Plongé au cœur de l'histoire de Jeffrey Dahmer, le cannibale de Milwaukee. C'est une fin de soirée de juillet à Milwaukee, dans le Wisconsin. Des policiers sont en patrouille dans un quartier où tout peut arriver. Petit l'agent, s'il vous plaît. Un type super louche m'a mis des menottes. Un homme les interpelle. Des menottes pendent à son poignet. Il s'est précipité vers les policiers. Il faisait de grands gestes, parlait vite, il avait des menottes. C'était bizarre. En général, les gens ont plutôt tendance à s'enfuir qu'à courir vers eux. Alors ils se sont demandé si c'était un malade mental ou s'il avait pris de la drogue. Ils ne savaient pas du tout à quoi s'attendre. L'individu explique que le locataire de l'appartement 213 l'a menotté, mais qu'il a réussi à s'échapper. Les policiers veulent tirer cette affaire au clair. Ils ont frappé à la porte du 213. L'occupant les a fait entrer, ce qui n'est pas la réaction habituelle des gens dans ce quartier très malfamé de Milwaukee. Il avait l'air poli et s'exprimait bien. Mais une odeur épouvantable flotte dans l'appartement. Les policiers sont en état d'alerte. Ils n'avaient jamais été confrontés à cette situation, spécialement dans cette région de Milwaukee. Ils ont su immédiatement que quelque chose clochait. Ils ne savaient pas quoi, mais leur intuition leur disait que c'était grave. Calmez-vous. Les agents inspectent l'appartement. Dans la chambre, l'un d'eux découvre un tas de photos déconcertantes. Ce sont des clichés d'hommes dénudés. Certains sont menottés, d'autres ont l'air de dormir. Sergent, venez voir. Mais ce qu'ils découvrent ensuite Il y a un truc qui cloche ici. est digne d'un film d'horreur. Il a ouvert la porte du réfrigérateur. Il a fouillé un peu. Il a vu des paquets soigneusement emballés. En ouvrant le tiroir du bas, il a trouvé un carton. Et à l'intérieur, il y avait une tête d'homme qui le fixait. Il a vraiment été choqué. Il n'avait jamais rien vu de pareil. En fait, personne n'avait jamais fait une telle découverte. On l'embarque. Contre toute attente, cet homme poli et aimable est un véritable monstre. C'est terminé. Quand les policiers le plaquent au sol, la bête qui sommeille en lui se met à hurler. Jeffrey a poussé un cri terrifiant. On aurait dit un loup-garou. Je ne mens pas, un véritable animal. Il hurlait, c'est à moi, c'est à moi. Le reste du monde ne va pas tarder à se réveiller avec les images des découvertes macabres faites dans l'appartement 213. Ils sortaient des corps les uns après les autres de ce logement. Ça n'en finissait pas. Tout le monde veut savoir qui est Jeffrey Dahmer. Comment est-il devenu un tueur nécrophile et cannibale? Lionel Dahmer et sa femme Joyce sont très différents.
Lui est effacé, méthodique et impassible. Joyce, en revanche, ou Rocky, comme elle préfère qu'on l'appelle, est à fleur de peau, exigeante et a des sautes d'humeur. Les parents de Dahmer avaient des personnalités totalement différentes. Pour l'auteur de récits criminels Shirley Lynn Scott, c'est une situation classique. Les contraires s'attirent. Joyce cherchait tout le temps à attirer l'attention. Elle se plaignait beaucoup, elle se sentait souvent mal. Son mari, à l'inverse, était stoïque, très rationnel. Il avait un esprit très scientifique. Et au lieu de faire un pas vers l'autre et d'essayer de mieux s'entendre, ils n'ont fait aucun effort et se sont éloignés. Joyce est devenue de plus en plus caractérielle et envahissante, et Lionel s'est encore plus renfermé sur lui-même. N'importe quel mariage dans cette situation court à sa perte. En 1959, Joyce est heureuse de découvrir qu'elle attend leur premier enfant. Calme-toi, s'il te plaît. Mais sa grossesse se passe très mal. La période où elle était enceinte a été très difficile. D'après son mari, elle faisait des crises. Il lui arrivait même de convulser. Ses muscles se contractaient, sa mâchoire se serrait. C'était pratiquement une scène de film d'horreur, comme quand une femme est possédée parce qu'elle porte l'enfant du diable. Joyce a aussi pris des médicaments. On lui a prescrit de la morphine et d'autres substances, dont on sait aujourd'hui qu'elles sont dangereuses pour le fœtus. En mai 1960, naît le premier enfant de Lionel et Joyce. C'est un garçon qu'ils appellent Jeffrey. Sa mère a clairement souffert d'une dépression postpartum. Ça a dû être très éprouvant. Heureusement, c'est un phénomène beaucoup plus connu aujourd'hui et on sait l'identifier. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que le lien affectif entre Jeffrey et sa mère ne s'est pas développé normalement. À 4 ans, le petit garçon souffre de plusieurs maladies. D'abord, il contracte une série d'infections qui le maintiennent au lit. Les visites du médecin sont fréquentes et il reçoit régulièrement des piqûres douloureuses. Jeffrey a eu beaucoup de problèmes de santé dès son plus jeune âge. Il a entre autres souffert d'une pneumonie et il a dû porter des correcteurs de posture aux jambes. On lui faisait sans cesse des piqûres. Il doit aussi subir une opération traumatisante pour soigner une double hernie. Jeffrey est trop jeune pour comprendre que cette intervention invasive est nécessaire, mais assez grand pour ressentir une douleur intense. Le problème pour un enfant de 4 ans, c'est que personne ne lui explique les choses. Pourtant, il a besoin de savoir ce qui se passe. C'est déjà assez terrible de souffrir autant, d'avoir aussi mal. Alors, ne pas savoir pourquoi, c'est encore pire. Tout à coup, tout le monde était parti. Il s'est retrouvé tout seul, abandonné dans un endroit horrible. Des gens lui avaient fait quelque chose, mais personne ne lui avait expliqué quoi. C'est à cette époque que le caractère du garçon change. Il se renferme sur lui-même. Il est maladivement timide et profondément perturbé par les disputes bruyantes de ses parents. Je travaille comme un dingue. Tu me trompes! Tu recommences avec ça? Les enfants t'ont rendu complètement folle. Tu dis n'importe quoi. Sa seule source de réconfort, c'est de coller son oreille au ventre de sa mère. Là, en écoutant les sons émis par son petit frère, il se sent apaisé. Et il cherchait des indices. Il essayait de comprendre ce qui se passait à l'intérieur. Il entendait des bruits, un cœur qui bat, le ventre qui gargouille. Lionel s'inquiète pour son fils. Rien ne semble l'intéresser. Jeffrey, Oui? regarde ce que j'ai trouvé. Mais un jour, alors qu'il a 6 ans, Jeffrey observe avec grand intérêt son père ramasser un animal mort sous leur maison. Son père a vu qu'il avait réussi à piquer la curiosité de son fils, et ça les a rapprochés. Monsieur Dahmer était chimiste. Il venait de trouver un raton laveur mort. Jeffrey était fasciné par le fait qu'un animal avait pu se retrouver coincé sous la maison et mourir là.
Mais il était aussi très content que son père lui ait montré ça. C'était la première fois qu'il partageait un moment privilégié avec lui. Évidemment, personne n'aurait pu imaginer les conséquences de cette anecdote sur la vie du jeune garçon. Jeffrey grandit. On arrive, on repart. Et la santé de Joyce Dahmer se dégrade. Elle est de plus en plus lunatique et à fleur de peau. Elle s'occupe moins de son fils. Elle prend beaucoup de médicaments et ne sort plus de son lit. Jeffrey a peur de la déranger. Il apprend à ne pas parler de ses problèmes. Il subissait une situation pénible. Sa mère souffrait de troubles mentaux et il avait un père absent. Et il n'était pas forcément assez mûr pour comprendre ce qui se passait. Alors, il était certainement très angoissé. Son père n'était jamais à la maison et quand il était là, ses parents se disputaient. Le reste du temps, sa mère ne voulait pas quitter son lit. Il se retrouvait malgré lui mêlé à leurs problèmes, à se demander s'il en était la cause. En quête d'un refuge dans cette vie familiale houleuse, Dahmer trouve un endroit où il se sent en sécurité. Une cabane située non loin de sa maison. Il s'y rend seul et commence à faire des expériences avec des cadavres d'animaux et des produits chimiques. Il voyait bien que ses parents étaient aigris. Aucun des deux n'était heureux. Cette cabane était un lieu sûr pour le garçon. Elle lui permettait d'échapper aux problèmes familiaux. Mais c'était aussi devenu un endroit secret où il pouvait se livrer à des activités qu'il préférait cacher à ses parents. Au début, c'était sûrement un refuge pour éviter les disputes de ses parents. Mais au fil du temps, c'est devenu bien plus que ça. Il est allé de plus en plus loin dans ses expériences. Dans cette cabane, il n'y avait que des animaux morts. Personne ne se moquait de lui. Personne n'exigeait de lui des choses qu'il ne pouvait pas donner. Dans son repère, Jeffrey organise sa collection de charognes de manière obsessionnelle. Dans le jardin, il crée un cimetière pour les animaux morts qu'il a trouvés. Parfois, il laisse leur crâne à l'extérieur de leur tombe, comme une décoration morbide, pour que tout le monde les voie. Jeffrey cherchait à choquer ses voisins, à les faire réagir. Peut-être parce qu'il n'arrivait pas à attirer l'attention de sa mère. Il aurait adoré qu'ils discutent ensemble, qu'elle lui témoigne de l'amour. Et même dans les moments où il était le plus désespéré, de la colère. Tout plutôt que cette indifférence. Mais Joyce était tellement accaparée par ses propres problèmes qu'elle ne lui parlait pratiquement jamais. Alors le plus simple, c'était de faire réagir les voisins. Jusqu'à l'adolescence, seuls ses proches le trouvent bizarre. Mais au lycée, tout le monde remarque sa personnalité singulière. Il fait le pitre, l'idiot. Il passe pour quelqu'un de déconcertant. Il bêle en pleine rue comme un mouton. On le reconnaît à sa démarche étrange. Il imite également le décorateur d'intérieur de sa mère, un homme souffrant de spasticité liée à une paralysie cérébrale. Les gens trouvaient Jeffrey Dahmer bizarre. Pour eux, c'était un pauvre type, un raté. Et il faisait partie de ces personnes qui restent toujours en retrait et qui observent. Peu de gens voulaient être amis avec lui. Et les rares qui le côtoyaient le faisaient pour se moquer de lui. Pour éviter de subir les railleries et les attaques personnelles de ses camarades, il faisait en sorte de leur donner des raisons de le ridiculiser. Si vous voulez vous payer ma tête, allez-y. Mais je vais vous donner des arguments. C'est une façon de reprendre le contrôle. Et en grandissant, c'est devenu primordial pour lui de maîtriser la situation. Les plaisanteries de l'adolescent sont drôles pour ceux qui sont de mèche avec lui, mais très pénibles pour les personnes concernées. Il aimait les canulars. Il s'est faufilé sur une photo des meilleurs élèves du lycée. Et il cherchait à apparaître sur le plus de clichés possible. Un professeur l'a remarqué, et plutôt que de l'ignorer, ils ont décidé d'effacer son visage en le recouvrant au feutre noir.
Le résultat fait froid dans le dos. Tout le monde a trouvé ça très perturbant. Il boit aussi de plus en plus souvent, et de manière excessive. Dahmer était alcoolique, et ce depuis un très jeune âge. Or, quand une personne a un gros problème avec la drogue ou l'alcool dès l'adolescence, ça veut dire qu'elle est très perturbée. La prise de substances n'est que le symptôme d'un mal-être. La cause de tous ces comportements bizarres, du moins en partie, est peut-être le terrible secret qu'il cache au plus profond de lui. Ses fantasmes sexuels et son attirance pour les garçons. Il arrivait à l'âge adulte, sa sexualité s'affirmait. Et il était conscient d'être différent des autres. De plus, il devait se débrouiller seul avec ses interrogations. Il ne pouvait pas discuter avec son père. Ce n'était certainement pas le genre d'homme avec qui on pouvait parler de sexe. Et il ne pouvait pas non plus s'adresser à sa mère. Alors, il a dû se sentir vraiment seul et démuni face à ses pensées, ses désirs et ses fantasmes. Il ne savait pas quoi en faire. De nombreux adolescents prennent conscience de leur sexualité au moment où M. Dahmer découvrait qu'il était attiré par les hommes. Et à l'époque, c'était un sujet tabou. Il aurait probablement pu assumer son orientation si sa seule différence avait été d'être gay. Le problème, c'est qu'il ne pouvait pas avoir de relations sexuelles avec des hommes vivants. Ça le rendait impuissant. En fait, il se rendait compte que ce qui l'excitait, c'était d'avoir des rapports sexuels avec un mort. Vous imaginez quand vous découvrez cette part de vous-même? À 15 ans, ses désirs prennent le dessus. Jeffrey Dahmer attend caché dans la rue celui qui pourrait devenir sa première victime. Un beau jogger qui court torse nu et qu'il a vu passer de nombreuses fois. Il est bien déterminé à posséder son corps. Ce qui excitait Dahmer sexuellement, c'était qu'un homme soit soumis, qu'il ne soit pas démonstratif, qu'il ne montre pas la même passion que lui éprouve. Jeffrey a pris avec lui une batte de baseball. Il s'est accroupi, dissimulé dans les buissons, pour attendre ce jogger. C'était l'objet de ses désirs, de son affection, de sa fascination, l'incarnation de tout ce dont il rêvait et avait vraiment envie. Mais ce jour-là, contre toute attente, l'homme emprunte un autre itinéraire. Le jogger n'est jamais réapparu. Jeffrey est resté seul avec son désir et sa colère. Toutes ces émotions refoulées qu'il avait espéré exprimer à ce moment-là ont été enfouies encore plus profondément en lui. Et elles ont alimenté des obsessions beaucoup plus dangereuses. Je ne saurais pas dire ce qui a tout déclenché. Pour être honnête, je me l'explique pas moi-même. Si j'avais compris les véritables raisons qui me poussaient à passer à l'acte avant, j'aurais sûrement pas commis tous ces crimes. Pour l'instant, Jeffrey se réfugie dans sa cabane et dans ses pensées inavouables. Là, il se sent puissant, il a le contrôle de la situation et il échappe au chaos qui règne chez lui. À mon avis, il est très probable que la fascination de Jeffrey Dahmer pour la mort, les carcasses d'animaux et la dissection soit liée à l'éveil de sa sexualité. S'il était entouré de cadavres quand il a connu ses premières excitations, il a associé le plaisir sexuel à ces choses morbides. Ça s'est ancré dans son esprit et c'est ce qu'il a recherché plus tard. Ce processus s'est insinué en lui inconsciemment. Enfin, après des années de disputes, ses parents demandent le divorce. Le père de Jeffrey, Lionel, quitte le foyer. Je ne sais pas pourquoi ça a pris autant de temps. Ils auraient dû le faire depuis longtemps. Mais ils ont fini par tourner la page et ils ont abandonné Jeffrey. Il faisait partie de leur ancienne vie. 2 semaines après la fin du lycée, la mère de Dahmer décide de s'installer à Chippewa Falls, près de sa famille. Elle supplie son fils aîné de la suivre, mais celui-ci refuse.
Prête à tout pour prendre un nouveau départ, elle quitte le domicile en emmenant le petit frère de Jeffrey. Lionel, qui vit maintenant dans un motel des environs, ne sait pas qu'il est resté seul à la maison. Il n'a ni nourriture ni argent et le réfrigérateur est en panne. Toutes les conditions sont réunies pour qu'un drame se produise. Jeffrey Dahmer a dû se sentir abandonné. Il a dû se rendre compte qu'il manquait d'amour. Ils l'avaient tous laissé tomber. C'est déjà très dur pour n'importe qui d'être délaissé par sa propre famille. Mais pour quelqu'un comme Jeffrey Dahmer, qui était asocial et n'avait pas d'amis, c'était encore pire. Ses seules sources de réconfort étaient l'alcool, la cabane et les carcasses d'animaux. Et c'était la première fois qu'il se retrouvait seul avec ses fantasmes. Pour le jeune homme perturbé, chaque jour passé seul dans la grande maison vide est un véritable enfer. Un dimanche après-midi, au début de l'été, il décide de sortir faire un tour. Son passe-temps favori à ce moment-là, c'était de chercher le fameux jogger, ou à la rigueur un autostoppeur. Dans tous les cas, quelqu'un avec qui il pourrait assouvir ses fantasmes. Il repère un autostoppeur de 18 ans, Steven Hicks. Tu vas où? En ville? Monte. Super, merci. Steven Hicks était tout ce que Jeffrey Dahmer n'était pas. Il avait une famille aimante, une relation épanouie avec sa petite amie. Il avait des amis, sortait, allait à des concerts. Il était invité à des fêtes et était très sociable. Alors Dahmer a peut-être vu en lui l'homme qu'il aurait aimé être, ou le simple fait qu'il ait été torse nu a peut-être suffi à déclencher ses pulsions. On ne le saura jamais. Jeffrey Dahmer invite Steven chez lui pour fumer des joints et boire quelques bières. Tout va bien? T'en veux une autre? Ils boivent et parlent de musique. Steven mentionne sa petite amie pour lever toute ambiguïté. Il n'est pas intéressé par autre chose que ces quelques verres. Jeffrey Dahmer est simplement heureux d'avoir quelqu'un à qui parler. Et tout se passe bien, jusqu'à ce que son invité doive partir. L'abandon de sa famille à la fin de l'adolescence a peut-être été la blessure de trop. En tout cas, c'est le moment où il s'est dit « Il faut que je trouve quelqu'un qui ne me quittera jamais. » Et tous les moyens seront bons pour atteindre cet objectif. Il s'empare d'un haltère de 5 kilos. Après le premier coup, Steven est sonné, mais conscient. Le jeune homme se sert de ce même haltère pour l'étrangler. Steven Hicks est sa première victime. Cet acte a permis à Jeffrey Dahmer de libérer toute la rage, la colère et la peur qu'il contenait depuis tellement longtemps. C'est un moment décisif dans son existence, celui qui allait le définir pendant le reste de sa vie. Il a servi de référence à tous les crimes qu'il a commis par la suite. Pour Jeffrey Dahmer, plus rien ne sera jamais pareil. Il a découvert un moyen d'obtenir la seule chose qu'il a toujours voulu. Un homme qui ne le quittera jamais. Dahmer était quasiment incapable d'avoir des relations sexuelles avec une personne vivante. Ce qui l'excitait, c'était de coucher avec un mort. Pour la plupart des gens, c'est inconcevable. Comme s'il se réveillait d'un mauvais rêve, Jeffrey Dahmer prend conscience de ce qu'il a fait. Son père Lionel pourrait passer la porte à tout moment. Il a dû avoir une montée d'adrénaline après avoir frappé cet homme avec un haltère et regarder la vie s'échapper de son corps. Mais ensuite, il a été rattrapé par la réalité. Qu'allait-il faire du cadavre? Il doit trouver un moyen de se débarrasser rapidement du corps. Pris de panique et enfermé dans son délire, il a entrepris de faire ce qu'il maîtrisait le mieux.
Il a commencé à le dépecer. Il examine les entrailles. Monsieur Dahmer a commencé à découper le cadavre avant tout pour pouvoir s'en débarrasser plus facilement. Mais il était aussi totalement fasciné par les corps. Ce qui attirait le plus Dahmer chez les hommes, c'était leur torse et leurs bras. Et quand il trouvait ses victimes particulièrement attirantes, il voulait conserver des parties de leur corps. Il met les différents membres dans des sacs poubelles. Et il brûle la carte d'identité de Steven Hicks. À la nuit tombée, il charge les morceaux dans sa voiture et roule en direction d'un ravin des environs. J'étais complètement terrifié cette nuit-là. J'avais l'impression d'être devenu fou. Je savais pas quoi faire. J'étais allé beaucoup trop loin. Ivre et épuisé, il zigzague. Et une voiture de patrouille le remarque. Jeffrey a dû être terrifié. Il a probablement éprouvé la plus grande peur de toute sa vie. Tout autre sentiment a été mis de côté à la seconde où il a vu les gyrophares dans son rétroviseur. Pourquoi vous avez fait une embardée? Je suis un peu fatigué. C'est quoi cette odeur? L'agent Munsey jette un œil à l'intérieur du véhicule. Le jeune homme lui explique qu'il n'arrivait pas à dormir et qu'il se rend à la décharge. Le policier a cru à l'explication de ce jeune conducteur. Après avoir vu les sacs poubelles sur la banquette arrière qui sentaient mauvais, il l'a laissé repartir. Avec le recul, on sait que c'était une occasion ratée de le mettre hors d'état de nuire. Mais quel policier en patrouille irait imaginer que les automobilistes qui l'arrêtent transportent des morceaux de cadavres dans leur voiture? L'agent lui donne une amende pour conduite dangereuse et le laisse repartir. C'est la première des nombreuses fois où Jeffrey Dahmer a manqué de se faire démasquer. Est-ce le fait d'avoir failli être arrêté ou la terreur de voir ses fantasmes devenir réalité? Pendant presque une décennie, il parvient à maîtriser ses pulsions violentes et perverses. La bête en lui est enchaînée. Après Steven Hicks, Jeffrey Dahmer n'a pas immédiatement recommencé. C'est très inhabituel chez les tueurs en série. En général, le premier meurtre déclenche une succession d'autres crimes. Mais pour une raison qu'on ignore, cet homme a décidé qu'il ne voulait pas redevenir un meurtrier. Il avait peut-être peur du monstre qui sommeillait en lui et il ne voulait pas le laisser s'exprimer. Monsieur Dahmer a sûrement éprouvé des sentiments contradictoires au moment du premier meurtre, à 18 ans. Et je pense que c'est longtemps resté très compliqué pour lui. Il a lutté pour satisfaire ses désirs nécrophiles sans avoir à tuer à nouveau. Avec les encouragements de son père, Jeffrey Dahmer entame des études de commerce à l'Université d'État de l'Ohio. Mais il abandonne au bout d'un semestre à peine. À ce moment-là, il ne s'intéressait qu'à une chose, l'alcool. Alors évidemment, il avait de mauvaises notes. Lionel Dahmer était furieux. Il savait que son fils était intelligent, qu'il était capable de réussir s'il y mettait du sien. Et il a réalisé que cet échec était sans doute dû à l'alcool. Or, si le problème était l'alcool, il pouvait s'en sortir s'il réussissait à se sevrer. Prochaine étape, l'armée. Pendant la formation initiale, Jeffrey Dahmer s'astreint à un régime drastique. Il ne mange que 5 œufs durs par jour. Il marche 8 km quotidiennement et ne boit plus d'alcool. Cette discipline lui réussit. Il n'a jamais été aussi en forme. Il suit une formation d'aide-soignant militaire. Et pour une fois, ses cours lui plaisent. Il était totalement fasciné par les corps. Je pense que c'était lié à sa nécrophilie. Au bout de 6 mois, Jeffrey Dahmer est envoyé en Allemagne, où il met en pratique ses compétences médicales. Malheureusement, il retombe dans ses travers. Dahmer a commencé à se sentir exclu en voyant à quel point il était différent des autres. Et quand il s'est rendu compte de ce que ça impliquait pour lui,
Je crois que ça l'a déprimé et qu'il s'est remis à boire. Au bout de 2 ans, il est renvoyé à la vie civile, 6 mois avant la fin de son contrat. À l'armée comme à l'université, ses responsables mettent son échec sur le compte de l'alcool. Je pense que si M. Dahmer a cherché à se noyer dans l'alcool, c'est parce qu'il avait du mal à accepter la nature dangereuse et monstrueuse de sa sexualité. Y a quelqu'un? À son retour, son père l'envoie vivre avec sa grand-mère, Catherine Dahmer. Bonjour, mamie. La grand-mère de Jeffrey Dahmer était la seule personne de sa famille qui lui témoignait un amour inconditionnel. Elle ne cherchait pas à l'éviter ou à fuir sa compagnie. Il s'est accroché à elle comme à une bouée de sauvetage. C'était la personne qui le reliait à l'humanité, sa dernière chance de rester humain, de ne pas devenir un monstre. Une part de M. Dahmer voulait vraiment être quelqu'un de bien. Sous l'œil parfois vigilant de sa grand-mère, le jeune homme semble reprendre le contrôle de sa vie. Il adore sa grand-mère. Il l'accompagne à la messe, lit la Bible, accomplit des tâches ménagères et ne boit pratiquement plus. Il trouve même un emploi de nuit dans une chocolaterie et commence à payer un loyer. Jeffrey Dahmer savait que pour ne pas gâcher sa relation avec sa grand-mère, il ne pouvait pas céder à ses fantasmes homosexuels. Il évitait de se rendre dans les endroits où les hommes gays sortaient. Il pensait faire tout ce qu'il fallait pour rester dans le droit chemin. Mais la tentation qui a provoqué sa chute a eu lieu dans un endroit improbable, une bibliothèque. Il était en train de lire, assis à une table, quand il a senti une présence dans son dos. Puis il a remarqué un petit mot. Intrigué, il n'a pas levé la tête, mais il a lu le message. C'était une proposition d'ordre sexuel. Ça l'a pris complètement par surprise, ça l'a submergé. Ce petit mot a planté une graine qui s'est enracinée au plus profond de son inconscient et a fait remonter des souvenirs enfouis. Elle lui a rappelé Stephen Hicks et la seule expérience homosexuelle qu'il avait eue dans sa vie, avec un cadavre. Pour Jeffrey Dahmer, ce message est bien plus qu'une proposition de rapport sexuel rapide et sans suite. Il lui fait prendre conscience à quel point il est seul. Il réveille en lui une soif d'être aimé, en même temps qu'un désir de violence. Il se remet bientôt à boire et ne va plus à la messe. À la place, il entre dans des librairies et des bars gays à la recherche de l'homme de ses rêves. Déchiré entre la culpabilité et la peur, il a une première idée complètement folle pour assouvir ses fantasmes. Jeffrey Dahmer ne savait pas comment entamer une relation avec quelqu'un, encore moins quand il s'agissait de sexe. Il voulait un homme docile, qui ne l'abandonnerait jamais, quitte à ce que ce ne soit qu'un objet. Il vole un mannequin de vitrine masculin dans un magasin de vêtements. En voyant ce mannequin, il a espéré que ça lui suffirait. Et ça aurait très bien pu être le cas. Il l'allongeait, lui parlait, il le prenait dans ses bras. T'embrasses si bien. Il l'embrassait, il caressait son corps en plastique. Il couchait avec ce mannequin en faisant comme si c'était un mort. Il était censé lui servir de substitut. Ça lui évitait d'avoir à trouver un cadavre pour satisfaire ses désirs nécrophiles. Il m'a permis de réaliser plusieurs fantasmes sexuels. Je m'imaginais que c'était une vraie personne. Je faisais semblant de coucher avec lui. Je me masturbais. Je le déshabillais. Ses relations avec sa grand-mère se détériorent quand elle découvre le mannequin dans son placard. Elle ressent un profond malaise.
Il était bien trop gêné pour lui expliquer ce qui se passait. Elle lui a demandé de s'en débarrasser et il a obéi. Ça a mis fin à sa tentative d'assouvir ses désirs sexuels nécrophiles en se servant d'un objet qui n'était pas un cadavre. Cet incident a eu lieu peu de temps après le début de leur cohabitation, et ça les a éloignés. Elle a eu l'impression de ne plus pouvoir lui faire confiance. Elle le soupçonnait de lui cacher des choses. Et Jeffrey Dahmer s'est dit qu'après l'avoir aimé de façon inconditionnelle, sa grand-mère allait maintenant le juger. C'était sa plus grande peur, que quelqu'un qu'il aime, et en particulier sa grand-mère, désapprouve son comportement et l'abandonne. Jeffrey Dahmer trouve un autre moyen de se procurer des hommes dociles. Il a décidé de parcourir les rubriques nécrologiques des journaux pour repérer les hommes décédés récemment. Il pourrait peut-être en déterrer un qui venait d'être inhumé et coucher avec lui. Je crois qu'il essayait encore de ne pas se remettre à tuer. Son premier meurtre avait été particulièrement stressant. Il y avait pris du plaisir, mais il était terrifié à l'idée d'être découvert. Il se disait que ça pouvait être un moyen acceptable d'assouvir ses désirs et son envie de trouver un partenaire. Ce serait comme un mannequin. C'était exactement ce qu'il lui fallait. Il assiste à un enterrement et la nuit suivante, il retourne au cimetière déterrer le défunt. Mais il y avait deux problèmes avec cette méthode. Le premier, c'était qu'il vivait dans un état très froid. C'est très dur de creuser la terre dans le Wisconsin, surtout l'hiver. Et le deuxième, c'était que les hommes qui meurent sont rarement jeunes et beaux. Or, Dahmer avait des critères physiques très exigeants. Mais en même temps, il n'était pas en position de faire le difficile. Le but de certains agissements de Jeffrey Dahmer était justement de lui éviter de tuer quelqu'un. Il a volé un mannequin pour coucher avec lui en s'imaginant que c'était un cadavre, pour ne pas être obligé de prendre une vie. Il a essayé de déterrer un corps dans un cimetière, et ce genre de choses se prépare. Il avait donc repéré une tombe avant l'enterrement. Cette préparation devait justement lui permettre de ne pas passer à l'acte, et non l'inverse. Après cette expérience ratée, Jeffrey Dahmer retourne à ses premiers fantasmes. Droguer des hommes pour abuser de leur corps inerte. Dans les saunas de Milwaukee, il choisit des partenaires, leur sert à boire et glisse des somnifères dans leur verre. Il n'avait eu qu'une seule expérience sexuelle, et avec un cadavre. Donc, qui n'avait rien exigé de lui et qui n'avait pas eu de demande particulière. La seule chose que Dahmer avait à faire, c'était de droguer des hommes. En quelque sorte, il n'a fait que reproduire le scénario de sa première expérience homosexuelle avec Stephen Hicks encore et encore. Jeffrey Dahmer souffrait toujours de la même blessure. Il avait peur que les autres l'abandonnent ou ne l'aiment pas suffisamment. Et le seul moyen pour lui de se sentir en sécurité avec quelqu'un, c'était de l'endormir. Son partenaire idéal ne devait ni bouger ni parler. Il ne devait en aucun cas s'exprimer pendant l'acte sexuel. La majorité des gens préfèrent que leur partenaire réagisse d'une façon ou d'une autre quand ils font l'amour, mais pas lui. Il voulait avoir un contrôle total sur ses partenaires. Ça lui permettait de les faire poser comme il voulait, et aussi de se livrer à tous les actes sexuels qu'il désirait avec eux, sans qu'ils opposent la moindre résistance. Mais la nouvelle se répand rapidement. Un individu blond un peu bizarre est soupçonné de droguer les clients des saunas. Il n'y a aucune preuve de la culpabilité de Jeffrey Dahmer, mais pour protéger les autres hommes, on lui interdit l'accès à ces établissements. Il les caressait, imaginant qu'ils étaient morts alors qu'ils ne l'étaient pas. Il essayait de toutes ses forces de lutter contre ce désir de les tuer. Il a résisté jusqu'au bout. Irrémédiablement, plus ses pulsions sexuelles sont réprimées et plus sa frustration grandit. Il doit absolument trouver un exutoire. Il a renoncé. Il ne pouvait plus se contrôler. Fin novembre 1987, Jeffrey Dahmer séduit un jeune homme de 25 ans, Stephen Tuomi, dans un bar. Stephen Tuomi travaillait en cuisine dans un restaurant. Il aimait sortir dans les bars où il buvait beaucoup.
C'était tout à fait le genre d'homme qui plaisait à Jeffrey Dahmer. Il était roux, avec un corps musclé. Il l'a remarqué tout de suite. Jeffrey Dahmer l'invite à l'hôtel Ambassador, où il loue une chambre à la nuit. Le lendemain matin, en se réveillant, il fait une découverte macabre. Steven est mort et son corps est couvert de bleu. Il n'y a personne d'autre dans la pièce. Il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé, mais il n'y a qu'une seule explication possible. Il a réussi à se maîtriser pendant 9 ans, mais cette période a pris fin. Jeffrey Dahmer vient de tuer à nouveau. Stephen Tuomi est sa deuxième victime. Comparé à l'exposition des saunas, l'intimité de la chambre d'hôtel a peut-être libéré quelque chose en lui. Des années de colère contenue se sont déversées d'un coup. Il en voulait peut-être à sa famille, ou tout simplement à lui-même. Il était aussi certainement furieux contre Steven d'avoir été attiré par lui. On ne sait pas. Mais quelle que soit sa motivation, son premier meurtre, après des années de contrôle, est d'une certaine manière son plus violent. Jeffrey Dahmer envisage d'abord de fuir, avant de se souvenir qu'il s'est présenté sous son vrai nom à l'hôtel. Il doit absolument trouver un moyen de se débarrasser du corps. Et il a trouvé une solution aussi brillante que macabre. Il est allé chercher une valise assez large pour contenir un homme, c'est-à-dire énorme. Il a placé le corps à l'intérieur et l'a tiré à travers le hall bondé de l'hôtel. Il aurait suffi qu'une fermeture éclair cède pour que Dahmer soit arrêté. Puis, il dissimule le corps dans la cave de sa grand-mère. C'est une histoire complètement hallucinante. Et c'est incroyable qu'il n'ait pas été inquiété. Mais comme on dit, la chance est plus utile que la bonté. Et comparé à de nombreux tueurs en série, Jeffrey Dahmer a toujours eu beaucoup de chance. Le lendemain matin, un dimanche, pendant que sa grand-mère est à la messe, Jeffrey Dahmer refait exactement les mêmes gestes qu'avec sa première victime, Stephen Hicks. À l'aide d'un grand couteau, il découpe le cadavre et retire la peau. Ensuite, il réduit les os en poudre et jette le tout dans des sacs poubelles qui seront ramassés par les éboueurs. Pour le jeune homme, le meurtre de Stephen Tuomi est un tournant majeur. Il a tout simplement renoncé. Il n'a plus essayé de résister. Il est devenu une véritable machine à tuer, hors de contrôle.